Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Du 20 au 22 juin prochain se tiendra au Brésil, à Rio de Janeiro, la conférence internationale des Nations Unies sur le développement durable. Pour Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, à Rio, notre vision doit être claire pour une économie verte, durable, mais aussi pour une hausse des revenus, pour la création d'emplois convenables, bref, pour éradiquer la pauvreté. Alors, pour préparer ce sommet, les sénateurs de la Commission du développement durable et de la Commission de l'économie auditionnent cet après-midi le Français Pascal Lamy. C'est le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Sans plus tarder, donc tout de suite, direction la salle Clémenceau pour suivre cette audition. Bon après-midi à tous. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Pascal Lamy, qui est déjà directeur de l'OMC depuis 2005. Ça tourne. Et en particulier très investi évidemment dans les négociations du fameux cycle de Doha, etc. Mais ce n'est pas tellement à ce titre-là du cycle de Doha que nous vous attendons aujourd'hui, c'est plutôt sans doute le Rio plus 20 et les problèmes concernant l'environnement. Et en particulier les velléités qu'il pourrait y avoir un OME à côté de l'OMC. Enfin, je suppose, je ne veux pas prendre la parole à votre place avec des difficultés institutionnelles que ça peut représenter. Il est clair que les aspects environnementaux font partie des négociations aussi de l'OMC. Donc il y a là une transversalité. Je ne sais pas comment vous envisagez la chose, monsieur le directeur, mais c'est un chantier qui est ouvert, qui vous occupera, en sachant que sans doute l'année 2012, avec les élections américaines, j'allais dire européennes, les élections américaines au mois de novembre vont guère évoluer quant aux négociations tant que les USA n'auront pas une nouvelle organisation. Voilà, monsieur le directeur, je laisse la parole à mon collègue Raymond Vall. Merci, monsieur le président. Donc, monsieur le directeur général, d'abord, je vous confirme également tout le plaisir et l'honneur que vous nous faites en venant à la rencontre du Sénat et de ces deux commissions. L'une qui, évidemment, présidée par Daniel Raoul, aura sur les thèmes économiques certainement beaucoup de questions, et puis l'autre qui vient de naître, toute naïve, toute récente, mais qui depuis déjà, pour ce qui concerne le climat, en particulier, a créé un groupe de travail qui est donc présidé par Laurence Rossignol et qui, après Durban, évidemment, prépare Rio plus 20. Bien sûr, comment ne pas, évidemment, vous interpeller pour ce qui concerne notre commission sur le lien entre le commerce et l'environnement et comment ne pas être préoccupé par son développement fantastique et évidemment les conséquences que ça peut avoir sur le climat, sur la planète et sur l'humanité. Donc j'ai lu récemment, pour ne pas dire d'ailleurs aujourd'hui, que, en ce qui concerne l'OME, vous n'étiez pas défavorable. Je vous titille un petit peu parce que les commentaires étaient un petit peu, comment dirais-je, orientés, et sans supposer que vous préfériez que d'autres s'en occupent, ce qui est certainement faux. Et vous avez donc, pour nous convaincre, 2 heures devant nous. En tout cas, je suis ravi, au nom de mes collègues ici présents et des services qui sont occupés de cette rencontre, de vous céder tout de suite la parole pour que nous puissions vous interroger sur la fin, comme c'est de tradition. Merci, monsieur le directeur général. Bien, merci à vous de m'avoir convié à vos travaux, à vos réflexions. Je vais essayer d'introduire aussi brièvement que possible la discussion, étant entendu que nous avons convenu de nous centrer aujourd'hui sur la préparation de Rio plus 20 et au fond sur comment se présente cette échéance, vu de mon point de vue, c'est-à-dire de celui du directeur général de l'OMC, ce qui, évidemment, amène à se poser un certain nombre de questions sur les relations au sein de la gouvernance globale multilatérale, entre les questions environnementales et les questions commerciales. Alors, Rio plus 20, qu'est-ce que c'est à ce stade? C'est une échéance dont nous espérons, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, qu'elle sera un écho digne de ce qu'a été
Rio il y a 20 ans. Rio il y a 20 ans, et j'ai quelques raisons de m'en souvenir. J'étais à l'époque directeur de cabinet du président de la Commission européenne, a été un grand moment de coopération internationale. Je dirais même que ça fait partie de ces grands moments de coopération internationale des années 90, dont, hélas, nous n'avons pas vu la réplique depuis, en gros, Rio 92, le protocole de Kyoto, la fin de l'Uruguay Round, la création de la Cour pénale internationale, donc tous moments qui ont été des moments de progrès du multilatéralisme, et on doit constater, hélas, qu'à partir, disons, du milieu la fin des années 90, nous n'avons pas vu de nouveaux événements de ce genre, de nouvelles poussées. Compte tenu du fait qu'entre-temps, les questions environnementales que Rio 92 avait mis à l'ordre du jour, à un moment où c'était quand même encore assez nouveau, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, ça ne s'est pas arrangé, et que notre planète, 20 ans après, est sans doute dans un état environnemental plus préoccupant qu'il ne l'était il y a 20 ans. Est-ce à dire que ce qui a été lancé il y a 20 ans n'a pas eu d'effet? Non. Ça a eu un effet majeur qui est de connecter la politique nationale, internationale, avec ces questions de préservation de l'environnement, même si, encore une fois, 20 ans après, les espoirs qu'on aurait pu avoir à l'époque, pour des tas de raisons, on pourra peut-être y revenir dans la discussion, n'ont pas été réalisés. Donc, Rio plus 20, cette fois-ci, c'est quoi? Bon, c'est d'abord, et de ce point de vue-là, les travaux préparatoires ont assez bien avancé, c'est d'abord l'idée qu'on a besoin, pour le XXIe siècle, d'une plateforme, d'une vision, d'un niveau de coopération à la mesure des enjeux environnementaux tels qu'ils avaient été perçus il y a 20 ans. Et ceci tourne, cette fois-ci, autour d'un concept complexe, débattu, mais qui, en gros, est celui de l'économie verte, sur laquelle, d'ailleurs, vous êtes, si j'ai bien compris, déjà penché avec un certain nombre d'interlocuteurs. Ce concept d'économie verte, qui est, disons, le nom marketing de ce qu'on appelait à l'époque croissance durable, apparemment, économie verte sonne mieux que croissance durable, je veux bien l'admettre, est en quelque sorte au centre de la préparation de Rio plus 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que la durabilité de notre planète sur le plan environnemental est très étroitement liée à un certain nombre de décisions de nature économique qu'il va falloir prendre si on veut, si je puis dire, commencer sérieusement à inverser la courbe dont nous savons qu'elle n'est pas bonne. La trajectoire climatologique, environnementale de l'économie de la planète aujourd'hui n'est pas bonne. Nous savons tous que si nous ne l'infléchissons pas, alors on court au-devant d'un certain nombre de dangers, et notamment en matière climatique. Avant d'en venir au rôle précis de l'Organisation mondiale du commerce et de l'échange international dans la préparation de Rio plus 20, deux, trois considérations simples de point de départ. Nous considérons à l'OMC, et c'est d'ailleurs ce que nous disent nos statuts, tels qu'ils ont été établis quand l'OMC a été créé, succédant au GATT dans les années 95, que l'ouverture des échanges, qui est
le socle idéologique qui réunit les 153, bientôt 157 membres de l'OMC, est au service d'un certain nombre de buts qui dépassent la vertu de l'échange commercial international et son ouverture, dont la durabilité environnementale. Le fait que l'ouverture de l'échange soit au service de la durabilité environnementale fait partie des principes qui ont présidé à la création de l'OMC, de telle sorte que, par construction en quelque sorte, il n'y a pas antinomie, antagonisme entre la préservation de l'environnement et l'ouverture des échanges. On peut apporter à l'appui de cette thèse un certain nombre de considérations, certaines d'ordre théorique, d'autres d'ordre pratique. Je me limiterai simplement à dire que dans la mesure où l'une des vertus de l'ouverture des échanges, c'est d'aboutir à une meilleure utilisation des facteurs de production, que ceci soit de l'humain, du capital ou de la nature, les vertus de l'ouverture des échanges en termes d'efficience sont une contribution à une meilleure utilisation des ressources naturelles. Je reconnais que ceci parfois est un peu contre-intuitif, notamment parce que l'idée s'est répandue ici ou là que l'augmentation de l'échange international pouvait comporter une empreinte écologique, et notamment en carbone négative. On y reviendra peut-être dans la discussion. Toutes les études sérieuses et tous les chiffres sérieux montrent le contraire. Pour prendre un seul exemple, si l'Arabie saoudite a décidé, il y a assez récemment, de cesser de produire des céréales, parce que produire des céréales en Arabie saoudite, c'était un péché contre la rareté des ressources en eau, alors l'Arabie saoudite a pris une décision rationnelle du point de vue environnemental, la seule conséquence étant que dès lors l'Arabie saoudite doit se fournir sur le marché international pour acquérir les céréales dont elle a besoin pour se nourrir. Si l'échange international ne permettait pas cela, alors effectivement on aurait été dans un cas de figure qui environnementalement est plus négatif. Cette notion de croissance verte, je ne vous le cacherai pas, ne fait pas l'unanimité à ce stade de la préparation de Rio +20. Pourquoi ? Parce que il y a chez les pays en développement une vieille méfiance très enracinée dans leurs opinions, dans leur diplomatie, chez leurs ministres, qu'ils s'expriment d'ailleurs comme ministre de l'Environnement, comme ministre du Commerce ou comme ministre de l'Économie, au terme desquels cette notion de croissance verte ne serait qu'une réinvention occidentale d'un modèle de domination au nom duquel le Nord pourrait se livrer à ce que le Sud appelle un protectionnisme vert. Et donc il y a, et je tiens à être très précis là-dessus, il y a aujourd'hui encore, autour de la table de la préparation de Rio +20, et on va en discuter pas plus tard qu'après-demain et samedi au Chief Executive Board des Nations Unies qui se réunit comme 2 fois par an avec le secrétaire général des Nations Unies et tous les dirigeants d'agences internationales. Et un des objets de cette réunion va être précisément d'essayer de réduire un petit peu la fracture qui subsiste sur ce point. Donc, sachons que derrière ce vocable de croissance verte que nous aimons, il y a encore, chez un certain nombre de pays en développement, une méfiance, une réticence, qui restera là aussi longtemps, en quelque sorte, qu'on n'aura pas démontré que ce n'est pas une idée perverse de plus pour, en quelque sorte, tirer l'échelle d'une croissance à laquelle ils pensent avoir droit et dont ils savent très bien qu'elle est maintenant en concurrence avec des systèmes économiques qui doivent s'ajuster, et ils interprètent souvent cette notion de croissance verte comme une raison de plus que les pays du Nord ont trouvé pour ne pas avoir à s'ajuster à, au fond, la nouvelle distribution des cartes
de l'économie et de l'échange international. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de croissance verte? À mes yeux, deux éléments essentiels. Un premier qui est la nécessité de recourir à une boîte à outils que j'appellerais pompeusement, faute d'autres mots pour faire vite, d'internalisation de la contrainte environnementale dans le jeu d'une économie globale de modèle capitalistique. Et puis, deuxièmement, quelque chose de plus concret que cela, qui est de l'ordre de la recherche, du développement et de solutions alternatives. Autrement dit, il y a deux voies derrière cette notion de croissance verte. La première, c'est quels sont les outils que nous utilisons et quel dosage de ces outils prenons-nous pour faire en sorte que les marchés intègrent la contrainte environnementale. Et là, nous connaissons la boîte à outils, elle est parfaitement identifiée. Il y a la fiscalité, il y a les quotas et il y a la réglementation. Et je suis de ceux qui pensent que la solution n'est pas dans le choix entre un de ces trois outils, mais dans une combinaison appropriée, au cas par cas, dans ces trois outils. Et de ce point de vue-là, mon conseil, et c'est ce que nous essayons de faire pour un certain nombre d'entre nous, y compris un des principaux responsables autour de la table, qui est Hakim Steiner, le boss du programme des Nations Unies pour l'environnement, nous essayons de faire en sorte que la discussion ne porte pas sur est-ce qu'il faut verdir la croissance. Je pense que ça, c'est un point acquis, c'est une nécessité, mais comment le faire, de manière à ce que le débat atterrisse sur des mesures concrètes. Et le deuxième volet est effectivement celui qui porte suffisamment d'attention à des investissements qui sont des investissements dans la recherche, dans le développement, dans la diffusion des technologies, pour tout ce qui est des énergies propres et renouvelables. Si on veut un exemple de ce qui a marché dans le passé dans ce domaine, et je le cite souvent, je l'ai étudié de près et c'est en quelque sorte mon modèle de référence, regardons ce qui s'est passé avec le protocole de Montréal sur l'interdiction des chlorofluorures de carbone qui endommageaient la couche d'ozone. Voilà un bon exemple d'un mélange adéquat de réglementation, de recherche. Et comme par hasard, le protocole de Montréal, qui a été un très très grand succès, comme chacun sait, résulte justement de ce mélange d'une vision internationale, multilatérale, comportant d'ailleurs éventuellement des mesures commerciales, qui n'ont d'ailleurs jamais eu à être utilisées, mais en même temps simultanée avec la découverte et la mise sur le marché de produits de substitution au CFC qui ont permis en quelque sorte au protocole de Montréal de fonctionner. Donc ça, c'est en quelque sorte, à mes yeux, le premier volet, et au fond, l'essentiel de la base conceptuelle de ce que devrait être une économie verte. Quel est le rôle de l'échange international et de l'OMC en tant qu'organisation multilatérale? C'est un rôle d'appui, c'est un rôle de contribution, à commencer d'ailleurs par fournir aux pays en développement, dont je disais à l'instant qu'ils étaient encore extrêmement soupçonneux de cette notion d'économie verte, à commencer par leur fournir cette espèce d'assurance anti-protectionnisme que l'OMC fournit. Les textes de l'OMC, la jurisprudence de l'OMC, et notamment du mécanisme de règlement des différends, depuis qu'il existe depuis 1995, établissent un équilibre extrêmement articulé, précis, sophistiqué, entre les contraintes de la préservation de l'environnement d'un côté et les contraintes de l'ouverture des échanges de l'autre. En résumé, ce que disent les textes et l'interprétation des textes telle qu'elle a été faite par le mécanisme de règlement des différends, c'est que les pays ont le droit, à des fins de protection de leur environnement,
comme d'ailleurs de la santé de leur population, de leurs plantes, de leurs animaux, de mettre des restrictions aux échanges au nom de la préservation de l'environnement, d'un côté, mais que, de l'autre côté, il faut s'assurer, au cas par cas, que ces mesures de restriction aux échanges sont légitimes du point de vue de leurs objectifs, la préservation de l'environnement, de la santé, etc., et qu'elles ne sont pas des mesures de protectionnisme déguisées. Ça, c'est la fonction d'utilité, si je puis dire. Et de fait, d'ailleurs, c'est au cas par cas, à chaque fois qu'il y a eu un contentieux à l'OMC, et il y en a eu un certain nombre depuis une quinzaine d'années sur ces questions, y compris des très récents, petit à petit, les conditions de cet équilibre ont été précisées. Dans certains cas, ce sont les préoccupations environnementales qui ont prévalu. Je prends le cas Europe-France contre Canada sur l'amiante. Voilà un cas. Bon. Dans d'autres cas, ce sont des préoccupations de proportionnalité commerciale qui ont prévalu, les juges ayant estimé que, dans un certain nombre de cas, les mesures commerciales qui étaient mises en œuvre étaient disproportionnées par rapport à l'objectif de protection de l'environnement et surtout qu'elles comportaient, sinon un soupçon, en tout cas un risque, de n'être autre chose que des mesures déguisées pour favoriser les producteurs domestiques. Donc de ce point de vue-là, l'OMC, de par ses principes, de par ses textes, de par son activité, de par son expérience, peut contribuer à, en quelque sorte, stabiliser cette notion selon laquelle croissance verte ne signifie pas risque de protectionnisme vert. Autre contribution que nous pouvons apporter, c'est des choses qui sont plus proches de notre activité quotidienne et notamment qui sont en cours dans la négociation du programme de développement de Doha, qui, comme vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, n'est pas dans sa meilleure forme par les temps qui courent en raison, on pourra y revenir, d'un désaccord assez fondamental entre les États-Unis et les pays émergents. Mais il y a, dans l'ordre du jour des négociations OMC, il y a plusieurs sujets qui devraient être pris en compte dans cette notion de croissance verte dans quelques mois à Rio. Je pense en particulier à la partie de la négociation qui vise à favoriser l'ouverture des échanges en matière de biens et de services environnementaux. Énorme marché qui, dans un certain nombre de cas, demeure excessivement protégé, qu'il s'agisse des cellules photovoltaïques, qu'il s'agisse des services de conseil sur le climat, qu'il s'agisse des éoliennes, qu'il s'agisse des cuisinières solaires. Tous ces biens et tous ces services font encore l'objet d'obstacles à l'échange qui en renchérissent le coût et qui donc retardent en quelque sorte leur pénétration sur les marchés des technologies propres. Autre exemple dont vous parliez de manière connexe il y a un instant, Monsieur le Président, la pêche. Il y a aujourd'hui un mandat de négociation à l'OMC qui consiste à établir un système multilatéral de discipline sur les subventions à la pêche. Étant entendu que nous savons tous qu'il y a surpêche, et nous savons tous qu'une partie de cette surpêche tient à des capacités de pêche excessives qui ont été entretenues par un système de subvention qui, de ce point de vue-là, est totalement en contradiction avec le principe général de préservation des ressources halieutiques. Donc voilà deux ou trois exemples dans lesquels nous pouvons avoir, en tant que régulateur du commerce multilatéral, un apport qui va dans le sens de la construction d'une économie verte, encore une fois, si possible, lavée de ce soupçon protectionniste. Autre point pour Rio plus 20, sur lequel j'ai compris que vous aviez aussi déjà un certain nombre de débats, de réflexions, c'est tout ce qui concerne l'architecture de la gouvernance internationale en matière d'environnement, et notamment ce qui tourne autour de cette idée d'une organisation mondiale de l'environnement.
Comme vous le savez, là aussi, les positions sont encore assez diverses entre les partisans d'une architecture qui rationalise en quelque sorte la gouvernance de l'environnement au plan multilatéral. Non pas que cette gouvernance n'existe pas, elle existe. Il y a 200 accords multilatéraux qui sont en fonction en matière d'environnement. Il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement, il y a la Commission du développement soutenable aux Nations Unies, mais disons, on peut être, à juste titre, un peu préoccupé, disons, d'un certain désordre. Et d'où l'idée, encore une fois, de mettre davantage d'ordre avec une hiérarchie et une structure qui soit fusionne ces diverses organisations, ces diverses conventions, leurs secrétariats, leurs administrations. D'un autre côté, une autre thèse étant qu'après tout, la gouvernance internationale n'est pas une affaire d'esthétique, c'est une affaire d'efficacité, et qu'avant de chambouler le système, de recréer des organisations dont nous savons tous qu'elles ont une petite tendance au surpoids bureaucratique, en tout cas au plan international, il faut être capable de démontrer que le résultat sera plus efficace du point de vue de l'utilisation des moyens et des résultats que ceci apportera à la préservation de l'environnement. Donc ce sont en gros les termes du débat. Il y a, et c'est bien compréhensible chez un certain nombre de participants à ce débat, et notamment la République française, dont nous savons, disons, le goût de l'ordre, des colonnes bien établies et des frontispices bien clarifiés, il y a une tendance à dire il faut mettre de l'ordre, et donc il faut créer une organisation mondiale de l'environnement. Il y a, encore une fois dans l'autre sens, des cultures un peu différentes. Je ne prends pas parti à ce stade, simplement pour dire que du point de vue de la régulation du commerce international, du point de vue de l'OMC, et ce sera mon point final, tout ce qui va dans le renforcement de la gouvernance multilatérale de l'environnement est une bonne chose. L'OMC s'occupe de la régulation de l'échange multilatéral. L'Organisation mondiale de la santé fait la même chose en matière de santé. L'Organisation internationale des télécommunications fait la même chose en matière de télécommunications. Donc nous avons un système spécialisé. Il se trouve que parce que le commerce connecte beaucoup de ces domaines, c'est un peu le centre de gravité de la relation entre ces différents systèmes. Pourquoi ? Parce qu'on échange, et quand on échange, on passe par le commerce international. Mais nous ne sommes pas, et l'OMC n'a ni ambition ni vocation, de par ses textes et sa constitution, d'être des régulateurs sectoriels. Pas plus en matière de banque, que d'assurance, que de santé, que de sécurité des aliments, que de télécommunications, que de santé des animaux. Tous ces domaines de la régulation internationale sont confiés à des organisations spécialisées. Et du point de vue de l'environnement, nous ne voyons que des avantages parce qu'il y ait une gouvernance multilatérale qui fixe les standards nécessaires. On en a d'ailleurs un assez bon exemple avec ce que la communauté internationale a essayé de faire depuis quelques années, de Copenhague en Cancun et de Cancun en Durban, pour essayer de mettre sur pied un système de discipline multilatérale sur la réduction des émissions de carbone. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Le fait est qu'aujourd'hui, l'absence d'un système de discipline internationale dans lequel les obligations et les droits des uns et des autres en matière d'émissions de carbone n'est pas stabilisé, et je le crains, n'est pas tout à fait près de l'être, fait peser sur l'échange international un risque. Le risque étant celui de mesures unilatérales.
Non pas d'ailleurs que des mesures unilatérales soient systématiquement condamnables ou condamnées. Et là-dessus, je dois respecter une grande prudence, parce que le DG de l'OMC ne peut pas s'exprimer sur ce qui peut devenir assez vite des cas contentieux, ne serait-ce qu'en raison du rôle que j'ai dans la gestion du mécanisme de règlement des différends. Mais il est clair que, du point de vue de la stabilité, de la prévisibilité, de la transparence de l'échange international, plus il y a de normes internationales, et mieux nous nous portons, parce que, à partir du moment où il y a une norme internationale, toute mesure commerciale de restriction aux échanges qui est fondée sur cette norme internationale est a priori en conformité avec le droit de l'OMC. Donc ça, c'est un principe qui est admis à l'OMC. C'est lorsque il n'y a pas de standard international, ou lorsque il n'y a pas de standard international public. Vous savez sans doute que dans matière environnementale comme ailleurs, on assiste à une certaine prolifération des standards privés, qui, pour les opérateurs économiques, n'ont pas valeur de loi, mais ont valeur de fait. Si je suis producteur de fleurs au Rwanda et que l'Union européenne a une norme standard sur le maximum de résidus de pesticides, je sais à quoi m'en tenir. Je dois faire en sorte que mon système de production de fleurs respecte la norme européenne. Si Carrefour, Walmart ou Tesco, qui se font concurrence en se tirant des bourres plus vertes les unes que les autres, décident qu'ils vont aller au-delà de la norme internationale, qui est la norme européenne, parce que Carrefour vend plus vert que Tesco, qui vend plus vert que Walmart, à ce moment-là, moi, producteur de roses rwandaises, je suis dans la mouise. Je ne sais plus à quel sein me vouer, et en plus, il va falloir que je fasse des investissements à chaque fois dont je ne sais pas quelle est le durée, quel est le terme et quelle est la consistance. Donc, pour terminer, quelle que soit la réponse qui sera donnée à cette question de la bonne architecture, de la remise en ordre de la gouvernance internationale en matière environnementale, du point de vue de l'Organisation mondiale du commerce, tout ce qui va, quelles que soient les modalités architecturales que l'on retient, tout ce qui va dans le fait qu'il y aura davantage de normes, qu'elles seront multilatérales, reconnues et appliquées par tout le monde, nous simplifiera la vie et nous évitera d'avoir, au cas par cas, à statuer sur telle ou telle mesure unilatérale. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense que j'ai fait, disons, de mon point de vue, un tour, sinon précis, du moins relativement complet des différentes questions qui se posent à nos yeux dans cette préparation, à laquelle nous sommes évidemment très étroitement associés. Et je pense que le temps est maintenant venu de répondre à vos questions en vous remerciant de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. Y a-t-il des questions, des prises de... Oui, j'ai pris Odette, Monsieur Ronan Dantec, Laurence, Evelyne, Jean, Monsieur Fouché, Raymond, pardon, Monsieur le Président. Cette demande de parole, Monsieur le Directeur Général. Alors, dans l'ordre chronologique des demandes, Odette Herviaux. Merci, Monsieur le Président. J'ai été très intéressée par votre intervention, monsieur, et je crois que, notamment, dès le début, j'ai eu une partie de la réponse de ce que je souhaitais vous poser comme question. À la fin, c'est un petit peu plus compliqué, donc je me permets de la reposer. Vous avez commencé en disant que l'ouverture des échanges était le socle idéologique de l'OMC, mais que ça restait dans la suite logique des accords du GATT, au service d'un certain nombre de buts autres que l'OMC. Et là-dedans, vous incluez la durabilité environnementale. Donc, c'est vrai que pendant
plusieurs interventions, j'ai pu être amenée, moi, à poser la question de savoir si, par rapport à des organismes, alors bon, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, la FAO peut-être et d'autres, est-ce que les objectifs de l'OMC sont supérieurs, obligent les autres à suivre les directives de l'OMC, ou au contraire, est-ce qu'on peut être amené à penser que c'est l'OMC qui doit parfois prendre en compte, alors de quelle manière, je sais qu'on a eu parfois l'occasion de parler des facteurs légitimes, notamment quand on aborde les problèmes des particularités européennes, hein, dans la durabilité, mais également dans le domaine social, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, sanitaire, etc. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évoluer dans ce domaine-là de manière à ce que, justement, on tienne compte de tous ces problèmes-là à l'OMC? Et à la fin de votre intervention, lorsque vous dites que, quelle que soit l'architecture internationale, il faudra qu'on réfléchisse. Vous n'êtes pas contre le fait d'avoir davantage de normes multilatérales applicables par tous, soit dans une structure différente, soit d'une manière ou d'une autre intégrée à l'OMC. Si c'est intégré à l'OMC, moi, ça me paraît tout à fait satisfaisant. Si c'est une autre structure, le problème se pose, est-ce que cette structure-là aura-t-elle l'obligation de suivre les principes de l'OMC, de la libre concurrence, etc. Ou au contraire, est-ce qu'il y aura une confrontation ou la suprématie de l'une sur l'autre? Rossignol. On est entre nous. Monsieur le directeur, merci pour cet exposé. Mes questions vont un peu prolonger celles de ma collègue il y a un instant. Et d'abord, je voudrais dire quand même notre perplexité, notre inquiétude quand même à quelques semaines de la tenue du sommet de Rio+20 et une inquiétude globale d'ailleurs à l'égard des négociations internationales, du multilatéralisme et de la capacité depuis plusieurs années à produire réellement des engagements internationaux qui puissent permettre de penser qu'ils sont un point d'appui réel pour les pays qui s'inscrivent dans ces dynamiques. Ma question portera sur effectivement l'articulation entre Rio+20 et la croissance verte et votre propre structure. Vous avez à juste titre relevé en début de votre intervention que le thème de la croissance verte ne faisait pas l'unanimité. Pour les raisons que vous avez effectivement indiquées, un certain nombre de pays craignent que ce soit un prétexte pour leur confisquer les voies de leur propre développement économique. Et puis aussi, d'autres pays font valoir que dans les thèmes de Rio cette année, disparaissent aussi tout ce qui était les piliers du développement durable, et en particulier la dimension sociale. Et que c'est une autre des inquiétudes qui pèsent sur ce sommet. Et de ce point de vue, dans les questions qu'on se pose, comment on peut articuler et rendre compatibles à la fois les questions de croissance verte qui sont éminemment économiques et donc tiennent aux productions et aux échanges, les règles que vous développez et auxquelles vous veillez, et la nécessaire intervention des politiques publiques pour faire transiter notre économie d'une économie carbonée et productiviste vers une économie plus vers un nouveau modèle de développement. Et en particulier, comment on articule la question de l'éco-conditionnalité des aides, les questions de dumping social et environnemental avec les règles du commerce international. Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième serait peut-être un peu plus précise. Qu'est-ce que vous pensez que l'OMC peut apporter à Rio+20 vous-même dans le propre cycle dans lequel vous êtes, dans le cycle de Doha et du développement, et quelles perspectives vous avez sur l'avenir des négociations pour vous-même? Merci. On va peut-être alterner. Monsieur Jean Bizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, ma question
est très voisine des questions qui viennent d'être posées par les deux précédents intervenants. On n'a pas évoqué encore actuellement, au cours de vos propos, le principe de réciprocité. Mais c'était sous-entendu, bien évidemment. C'était au cœur du G20 il y a encore quelques mois. Je voudrais poser la question suivante. Bon, aujourd'hui, l'OME n'existe pas, existera peut-être demain. Si on regarde avec précision l'architecture administrative de l'OMC au travers de l'accord SPS et autres, on peut considérer qu'en pointillé existe précisément un certain nombre de règles qu'il suffit aujourd'hui de formaliser. Donc ma question sur l'environnement, sur le social et autres. Alors ma question est la suivante. Est-ce que l'évolution de l'OMC va se faire, je dirais, par l'addition de jugements qui feront jurisprudence, donc à la mode anglo-saxonne, ou bien l'OMC va édicter elle-même de nouvelles règles, précisément, un certain nombre d'accords, de façon à intégrer dans les échanges commerciaux internationaux, pour respecter ce principe de réciprocité. Moi, je le dis souvent, chaque époque a sa vérité. Si hier, au travers, je dirais, du concept « tout sauf les armes », il était logique de donner à un certain nombre de pays émergents le temps de se mettre, entre guillemets, aux normes, et il est aujourd'hui plus que nécessaire de permettre à ces pays, ou d'exiger plus exactement de ces pays, de respecter un certain nombre de règles, parce qu'aujourd'hui, le jeu deviendrait par trop, je dirais, inéquitable, et au regard de l'environnement ou du social, particulièrement dommageable pour ces deux paramètres. Donc, en clair, ma question est la suivante. Est-ce qu'on s'achemine au fil du temps vers une architecture administrative de l'OMC qui est l'addition de jugements qui feront jurisprudence, ou bien vous allez carrément aller plus vite et plus loin et dicter vous-même, tout pendant que l'OME n'existe pas, de nouvelles normes qui seront, je dirais, au cœur du principe de réciprocité. Merci. Monsieur Ronan Dantec. Oui, monsieur le directeur, vous avez pris deux exemples en introduction. L'un sur les CFC, qui est un bon exemple, mais qui a la particularité d'être un exemple d'une extrême simplicité. C'est-à-dire un problème, un trou, un produit, des possibilités de remplacement, ce qui ne correspond pas aujourd'hui à l'extrême complexité des questions environnementales. Rien que le climat, c'est autant de tiroirs, de problèmes et de conséquences économiques que de questions sur la table. Et l'autre exemple que vous avez pris, je partage tout à fait votre analyse pour dire on a eu un peu une décennie, les années 90, un peu miraculeuse en termes d'avancée du multilatéralisme, mais qui correspondait aussi à un moment historique, après la chute de l'URSS, où les affrontements de blocs n'étaient plus les mêmes que ce qu'ils avaient été précédemment. Donc on n'est pas dans ce monde-là aujourd'hui, et donc il faut inventer de nouvelles régulations. La difficulté qu'on a donc, c'est face à cette extrême complexité, c'est de resimplifier. Quand ça devient trop complexe et qu'il y a trop de sujets sur la table, il faut essayer de resimplifier un peu les choses. Donc plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que d'une certaine manière, l'OME ou le PNUE, enfin renforcé, peu importe finalement, en sortant un certain nombre de questions environnementales en termes de régulation de l'OMC, ne vous simplifierait pas la tâche. C'est-à-dire il y aurait des règles décidées ailleurs, ce qui fait que vous travaillerez un peu plus facilement à ce niveau-là. Et est-ce que vous n'y auriez donc pas un véritable intérêt? L'autre question derrière, qui est à mon avis la question clé, qui est dans cette absence de confiance. Moi, je suis les négociations internationales sur le climat depuis plusieurs années, donc je mesure le niveau de défiance entre les uns et les autres tel qu'il a éclaté au grand jour à Copenhague notamment. C'est qu'on voit bien qu'on est en lisière d'un blocage fort. C'est-à-dire aujourd'hui, votre machine est totalement grippée, mais on ne peut pas dire qu'elle est cassée. Elle est grippée. On est en lisière du fait qu'elle soit cassée. C'est-à-dire que, notamment l'Europe aujourd'hui, les discours qui montent politiquement sont des discours de dire ça ne marche pas comme ça, on va commencer à casser le jeu, en tout cas à remettre un certain nombre de barrières par l'environnement ou par le social, et que donc votre machine, elle peut passer de gripper à casser. Et est-ce que les pays, les grands émergents, conscients de ce risque-là,
sont, à votre avis, alors je suis embêté parce que vous avez aussi un devoir de réserve, donc vous ne pouvez pas obligatoirement répondre exactement aux questions, mais est-ce que vous pensez quand même, que les grands émergents sont conscients de ce risque-là, dont ils seront des grands perdants, et qu'à partir de là, ils sont prêts à bouger en termes de régulation environnementale notamment? Question connexe, et est-ce que vous pensez que l'Europe, aujourd'hui, a les capacités, y compris au vu de ses intérêts économiques, d'aller au-delà de déclarations un peu de matamor en disant vous allez voir ce que vous allez voir, mais en fait, vu les intérêts croisés, l'Europe ne le fera jamais. Et trois, est-ce que ça ne veut pas dire que derrière, on va changer de logiciel et de paradigme, ce qui ne remet pas en cause le fait de la nécessité d'une OMC, qui est que ce qui manque aujourd'hui, c'est une garantie planifiée de rattrapage, au moins pour les grands émergents, par rapport aux économies des anciens pays développés, et qu'à partir du moment où est sur la table une garantie un peu planifiée, il faut encore trouver les formes de la planification, mais un peu planifiée du fait qu'à terme, dans le courant du siècle, les uns et les autres seront à peu près au même niveau de développement, et ben ça permettrait de trouver les régulations, y compris sur les questions environnementales, qui risquent effectivement, mécaniquement, de casser la machine. Bien, on parle de planification. La parole est à Evelyne Dittier. Merci, Président. Monsieur Lamy, merci pour les éclairages que vous nous avez apportés. Et je voudrais d'abord faire une remarque. Vous avez indiqué que vous aviez comme objectif principal donc l'ouverture des échanges et qu'il n'y avait pas antagonisme avec le développement durable. Je fais une découverte. C'est-à-dire que ça m'a surpris. Alors, est-ce que vous pourriez préciser ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que c'est un a priori, mais qu'en réalité, ce n'est pas votre objet? Est-ce que, dans ce cas, ça pourrait vouloir dire que l'OMC se saisirait de sujets? Je prends un exemple concret. Nous avons des difficultés en ce moment à régler certaines questions qui se passent dans les eaux internationales. Est-ce que, par exemple, ça ne pourrait pas concerner directement l'OMC, puisque c'est directement les échanges, et hors des compétences des pays ou des zones? Est-ce que ça ne pourrait pas être là un exemple type de ce que l'OMC pourrait faire, auquel cas l'OMC se saisissant de ce type de sujet, on aurait peut-être moins tendance à vouloir créer une OME que pour l'instant beaucoup appellent de leur vœu. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il faudra bien qu'il y ait à un moment donné un organisme qui dise « eh bien, c'est ma préoccupation principale ». Alors, si ce n'est pas l'OME, qui cela pourrait-il être? Vous avez évoqué la possibilité d'internaliser des coûts, mais qui peut en prendre l'initiative? Est-ce que finalement l'OMC ne pourrait pas être bien placé pour prendre ce genre de débat en compte dans le travail qui est fait, sachant que si on laisse aller trop loin ces sujets sans s'en occuper, ils finiront par nous revenir en boomerang. Et qu'à un moment donné, ça sera tellement fort, je pense aux plages souillées et aux dégâts que peuvent faire les pétroliers. On a vu que aujourd'hui, on a des soucis avec les jugements qui ont été rendus. Est-ce que là, ça ne serait pas la meilleure des façons de dire, eh bien, on est véritablement concerné dans le commerce international par ces questions? Parce que lorsque vous dites, par construction, donc, c'est la meilleure utilisation des ressources humaines, du capital et de la nature, mon esprit me dit, je remplace le mot utilisation par le mot exploitation, et ça me va, je pense que ça décrit beaucoup mieux la réalité. Merci. Monsieur Fouché. Monsieur le directeur, simplement deux petits mots. Vous avez évoqué les désordres, vous avez évoqué la remise en ordre, des besoins de remise en ordre au niveau international. Ma question est toute simple, c'est quel rôle particulier peut jouer la France ou pourra jouer la France pour aider à cette remise en ordre? Merci, Monsieur le Président. Oui, alors bien sûr, quand on passe le dernier, on a à peu près posé toutes les questions. Alors moi, je vais en poser deux finalement. Alors, la première, elle découle de ce qu'a dit Evelyne Didier, parce que moi aussi, j'étais frappé. C'est même
plus précis que ce qu'a évoqué Mme Didier, c'est que vous avez donc précisé que ce sont les statuts qui dépassaient le problème économique et qui prévoient la durabilité environnementale. Alors la question, quand on dirige un organisme qui a dans ses statuts de préserver la durabilité environnementale, est-ce que cet organisme a fait une évaluation de la conséquence du développement extraordinaire du commerce international? Parce qu'on ne peut pas dire on va attendre que cet organisme se crée en attendant. Et évidemment, on sait bien que ces mêmes pays qui ont peut-être quelques peurs de voir à travers cette croissance verte qui leur serait imposée une forme à nouveau de protectionnisme, ils en seront pour certains les premières victimes. Donc voilà, moi je voudrais savoir si vous avez, vous, engagé une analyse des répercussions de ce commerce international sur le plan du climat. Alors l'autre question, elle est d'une dimension inférieure, mais comme dans notre commission, on s'occupe d'aménagement du territoire, le rapporteur est parti sur le désenclavement numérique. Alors il y a une question qui a émergé pendant ces discussions. Comment finance-t-on le désenclavement numérique d'un pays? Alors, on a des chiffres, et évidemment, on est tous arrivés à la conclusion que ce n'est pas en taxant uniquement les opérateurs, ceux qui ont mis les tuyaux, que nous pouvions y arriver. Et alors, s'est posé la question, je pense que la commission financière du Sénat s'est penchée dessus, en disant, oui, mais on a oublié quelque chose, on a oublié ceux qui mettent un contenu dans les tuyaux, et dont les bénéfices vont passer de 4 milliards à 15 milliards en l'espace de 5 ans. Alors je voudrais savoir si avec le recul international, vous n'auriez pas une petite idée pour la France et qu'on aille plus vite pour désenclaver les territoires français en matière numérique. Merci de rebondir sur les derniers textes que nous avons eu à débattre, en tous les cas sur l'aménagement du territoire. Monsieur le directeur général, je voudrais rebondir sur une des questions qui a été posée, parce que si l'OMC laissait de côté le côté environnemental sous prétexte qu'en le laissant de côté, on peut avancer plus vite dans le cycle de Doha, j'ai en souvenir que le problème de l'agriculture avait été mis sous le tapis et que ça n'a pas provoqué d'avancées considérables dans les négociations, avec à côté sans doute assez naïf de la part de la France et de l'Europe dans cette discussion. Et donc, en mettant de côté le côté environnemental, est-ce que vous pensez que ça va dégripper, si tu veux, est-ce que ça va dégripper ce cycle de négociation? Voilà pour cette première série de questions. Monsieur le directeur général, vous avez seul la parole. Bien, je vais les prendre, bien entendu, les unes après les autres. Sur la première question, qui est donc, quelle est la hiérarchie des priorités et des disciplines les unes par rapport aux autres dans le système international, la réponse est claire. Il n'y a pas de hiérarchie. Tous ces accords internationaux, que ce soit ceux de l'OMC, en ce qui concerne la régulation du commerce international, que ce soit les accords multilatéraux sur l'environnement, que ce soit des traités, quel que soit le sujet, engagent autant les uns que les autres les États-nations souverains qui les ont souscrits. C'est d'ailleurs ce que dit la Convention de Vienne sur les traités. Tous ces engagements sont de niveau juridique équivalent. Et c'est d'ailleurs un des principes de la théorie westphalienne, qui est celle qui gouverne l'organisation du système international aujourd'hui, que c'est à des États-nations souverains de contracter ou de décontracter des obligations internationales, étant entendu qu'ils sont eux-mêmes juges de la cohérence entre les engagements qu'ils prennent dans ces différents domaines. C'est le cas dans un sujet dont nous débattons souvent, par exemple entre les normes sociales fondamentales et les règles du commerce international.
les États membres de l'Organisation internationale du travail ont souscrit un certain nombre d'engagements sur les normes sociales fondamentales, l'interdiction du travail des enfants, un minimum de droits syndicaux, parité hommes-femmes, etc. Et ils sont tenus par ces obligations en tant que membres de l'OIT ayant pris ces engagements. Ce sont en gros les mêmes membres qui sont membres de l'OMC, et en tant que membres de l'OMC, ils ont pris un certain nombre d'engagements qui comportent des disciplines et des limitations à leur souveraineté en matière de conduite de leur politique commerciale extérieure. Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Non. C'est équivalent. Alors, nous savons tous bien qu'en réalité, une partie de cette équivalence est virtuelle. Elle est virtuelle dans la mesure où, dans le monde contemporain, un des privilèges de la souveraineté, c'est l'incohérence. Ils restent juges en tant que souverains de la cohérence de leurs engagements. Dans un certain nombre de cas, le système international a jeté des ponts de cohérence. Entre l'OMC et l'Organisation de la propriété intellectuelle, il y a un pont juridique qui s'appelle l'accord sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. En matière, et j'y reviendrai dans un instant, en matière d'environnement, il y a d'ores et déjà un pont dans l'accord sur les barrières techniques au commerce, dans l'accord sur les normes sanitaires et phytosanitaires, entre la gouvernance environnementale et la gouvernance commerciale. Ce qui fait la particularité de l'Organisation mondiale du commerce, et qui, je le reconnais volontiers, donne parfois l'impression qu'elle exerce une sorte de surplomb, c'est la spécificité de son mécanisme de règlement des différends. Dans la gouvernance internationale, encore une fois, vous avez un archipel d'institutions spécialisées, mais le mécanisme de règlement de l'Organisation internationale du travail est bien pâle à côté de celui de l'Organisation mondiale du commerce. Mais le mécanisme de règlement des différends qui figurait, et Dieu sait qu'il y en a des pages et des pages et des pages dans le protocole de Kyoto, n'a jamais vraiment été mis en œuvre, ne serait d'ailleurs que parce qu'on attrape mal à la tête à la 3e page et qu'après il y en a encore 25. Donc ça, là il y a une spécificité de l'Organisation du commerce qui tient au fait qu'elle a, c'est le seul mécanisme de règlement des différends obligatoire dans le droit international. Comme vous le savez, il n'y en a pas d'autre. Si vous traînez un autre État devant la Cour de la Haye, la Cour de la Haye va dire qui a tort et qui a raison, mais chacune des deux parties, et notamment la partie perdante, va garder sa souveraineté et la capacité de dire « j'ai perdu, mais je n'obéis pas », parce qu'elle est souveraine. À l'OMC, du fait que quand on perd, on peut être soumis à des sanctions commerciales, le mécanisme de règlement des différends est effectivement obligatoire. Donc ça, c'est une des grandes différences. Et c'est la grande différence, et c'est ce qui conduit naturellement, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, et je le conçois très bien, à se dire de temps en temps, mais attendez, il n'y a que là que ça se passe. Il n'y a que là que des différends de ce type sont tranchés, effectivement, dans des conditions telles qu'on est obligé d'en appliquer les conséquences. La vérité, c'est que c'est pas tellement que le mécanisme des règlements des différends de l'OMC est trop fort, c'est que celui des autres est trop faible. Et là, il y a un sujet majeur, y compris, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, y compris en matière d'accords multilatéraux sur l'environnement. De mon point de vue, l'existence d'un mécanisme de règlement des différends fait partie de la boîte à outils d'une gouvernance globale efficace dans le monde d'aujourd'hui. Il faut des normes en dur. Et une des raisons pour lesquelles il faut des normes en dur, c'est que les normes en dur peuvent être interprétées par un juge, alors que des normes en mou, par définition, sont plus floues et comportent des marges d'interprétation plus grandes. Et d'ailleurs, en général, si les gens ne veulent pas passer des normes en mou à des normes en dur, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être coincés dans une interprétation précise. Donc, il ne s'agit pas
de savoir si l'environnement est intégré ou pas à l'OMC. Il est intégré à l'OMC, comme j'ai dit, de par ses statuts, parce que l'ouverture des échanges est une fin au service de l'amélioration de l'emploi, de la croissance et du développement durable. Tout ça, c'est écrit dans le frontispice de la Constitution de l'OMC, et il l'est par ailleurs au terme de la Convention de Vienne. Donc ça n'est pas le commerce contre ou à côté de l'environnement. Il y a le commerce, il y a l'environnement, il y a la santé, il y a les télécommunications, il y a l'aviation civile, et tout ça doit fonctionner sur un pied d'égalité. L'inquiétude globale, Laurence, sur la santé du multilatéralisme, je l'ai dit, je crois, en introduction, je la partage. Nous sommes dans une période où la gouvernance internationale piétine, dans un monde qui ne cesse de se globaliser, de s'interconnecter, de s'intégrer de par l'économie, la culture, les moyens de communication, la technologie, etc. Je ne vais pas vous faire un long exposé sur la mondialisation, mais il y a cette hiatus entre des problèmes qui sont de plus en plus globaux et l'incapacité de la gouvernance internationale à les traiter correctement est effectivement préoccupante. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la fin des années 90, dans une période de creux. Ceci pour deux raisons. Pendant, en gros, une quinzaine d'années, à cause de ce que Jean-Michel Severino, dans un excellent bouquin dont je recommande la lecture à toutes et à tous ici, qu'il a publié il y a quelques mois, a appelé le grand basculement, c'est-à-dire cette formidable transformation géopolitique, qui fait que l'année 2012 est l'année charnière. Avant 2012, le poids économique des pays en développement était supérieur, le poids économique des pays développés était supérieur à celui des pays en développement. Après 2012, le poids économique des pays en développement est supérieur à celui des pays développés. C'est l'année où ça bascule. Ceci entraîne des modifications absolument considérables, et notamment de nature géopolitique, et le temps qu'il faut à ces nouveaux équilibres pour trouver leur place, que ce soit à l'OMC, que ce soit à la FAO, que ce soit au FMI, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit à l'Organisation internationale de la standardisation, est un temps politique qui est beaucoup plus lent que le temps de ces transformations économiques. Ça, c'est la première raison qui fait que le système international, qui en gros avait été organisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un nord d'un côté, un sud de l'autre, un monde dans lequel les riches étaient puissants et les pauvres étaient faibles. Ce monde a changé, et on a maintenant des pays pauvres mais puissants. Et d'ailleurs, la controverse de savoir si on peut être pauvre et puissant est précisément ce qui bloque le cycle de Doha. Je l'ai dit publiquement sous d'autres formes, mais je le redis ici. Ce qui bloque le cycle de Doha, c'est un désaccord entre, en gros, les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre, qui porte sur la question de savoir si la Chine, et d'une manière générale les pays émergents, sont des pays riches avec beaucoup de pauvres ou des pays pauvres avec beaucoup de riches. Et selon la réponse que vous donnez à cette question, alors les conséquences que vous en tirez du point de vue des droits et des obligations dans le système international est fondamentalement différente. Et là, je touche à la question de M. Bizet sur la réciprocité. Dans le système commercial international, comme d'ailleurs dans le système de gouvernance environnementale, les principes qui ont gouverné les 50 ou les 60 dernières années étaient un mélange de réciprocité entre les riches et de flexibilité pour les plus pauvres. À l'OMC, ça s'appelle traitement spécial et différencié dans notre jargon. Dans le jargon environnemental, ça s'appelle responsabilité commune et différenciée. Bon, ça ne porte pas le même nom, mais ça dit la même chose.
C'est-à-dire il y a une part de réciprocité et il y a une part de flexibilité. Et la flexibilité est au nom du fait que des pays en développement qui ont encore besoin de se développer ne peuvent pas souscrire, pour des tas de raisons, à la fois pratiques, de capacité, et aussi juridiques et politiques, les mêmes obligations que des pays riches. Ce monde simple, c'est terminé. On a maintenant des pays riches, des pays pauvres, et entre les deux, des pays émergents. Donc encore une fois, la question de savoir s'ils sont riches mais pauvres mais riches, ou semi-riches ou semi-pauvres, n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée à cause des conséquences que le règlement de cette question aura sur le niveau de leurs droits et de leurs obligations. Donc en gros, les Américains disent, les Chinois ont émergé, et donc maintenant, réciprocité. Et les Chinois disent, on est en train d'émerger, mais enfin quand même notre PNB par tête, c'est en gros pas plus d'un dixième du vôtre, donc ne nous expliquez pas qu'on est comme vous et qu'on est en état de prendre les mêmes obligations que vous. Ça, c'est la première raison, Laurence, qu'on retrouve de manière quasi identique dans les négociations commerciales et dans les négociations sur le changement climatique. C'est exactement le même problème qui est en cause. La deuxième raison qui fait que le système piénide, évidemment, est due à la crise. Nous savons depuis 2008 que les gouvernements ont d'autres priorités que l'action internationale. Nous savons aussi, dans notre sagesse collective, que s'ils coopéraient davantage au niveau international, on sortirait plus vite de la crise. Je crois que c'est absolument évident, que ça se démontre assez facilement. Malheureusement, ce qui prime, c'est le local. Ce qui prime, c'est les ennuis que les gouvernements ont chez eux. C'est la crainte qu'ils ont de perdre les prochaines élections parce que le niveau de chômage ou de destruction des tissus économiques et sociaux est tel que ceci provoque des réactions politiques extrêmement fortes, sans précédent, et c'est normal d'ailleurs. Il n'y a pas de crise dans l'histoire de l'humanité qui ait été aussi globale, profonde et brutale que celle qu'on a vécue depuis 2008. Et dans ces circonstances, le peu d'énergie politique qui reste à des gouvernements en général délégitimés par la crise, ils le consacrent à boucher les trous à la maison et pas à s'occuper des questions internationales. Et d'ailleurs, je vois ça physiquement, absolument évidemment, dans la succession des G20, depuis le premier jusqu'au dernier, en novembre dernier. Et on voit bien, quand on est autour de cette table, quel est le niveau de coopération que le langage corporel de ceux qui participent exprime. Et c'est vrai que là, on est dans une période extrêmement difficile. Donc c'est une réalité qui, à mon avis, va durer aussi longtemps que la crise durera. Et il y a une synergie entre ces deux éléments. C'est-à-dire la recomposition géopolitique et les effets de la crise, parce que l'effet de la crise, c'est d'augmenter le différentiel de croissance entre les pays développés et les pays en voie de développement. En gros, avant la crise, c'était de l'ordre de 1 à 2. Après la crise, ou pendant la crise, d'ores et déjà aujourd'hui, ce différentiel est d'ordre de 1 à 3, voire 1 à 4. Ce qui accentue dans le monde occidental, et notamment dans une opinion de pays où il y a des niveaux de chômage historiquement très élevés, ce qui accentue l'impression que c'est à cause de la croissance des pays émergents qu'on a le niveau de chômage qu'on a. Et si vous prenez, ne nous focalisons pas sur l'Europe ou sur la France pour ne pas risquer de tomber dans des turbulences électorales. Si vous prenez l'état de l'opinion américaine, c'est absolument évident. Donc ça, c'est une situation avec laquelle nous allons devoir, hélas, et je suis un des premiers à le regretter, nous allons devoir vivre aussi longtemps que les questions de coopération internationale ne joueront pas dans le jeu politique national une force équivalente à la prévalence des questions locales. Et c'est là que j'en suis d'ailleurs arrivé, après avoir pensé d'autres choses, dans d'autres vies et dans d'autres expériences professionnelles, que la gouvernance globale, c'est pas de globaliser des problèmes locaux, c'est de localiser des problèmes globaux.
Et je pense fondamentalement que c'est la vraie solution au déficit de gouvernance auquel nous faisons face. Et encore une fois, c'est vrai en matière commerciale, parce qu'on n'a pas fait de progrès. On a un système qui existe, qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus fourni, qui est beaucoup plus élaboré que beaucoup d'autres, mais c'est vrai que récemment, on n'a pas fait de progrès. C'est vrai en matière environnementale, c'est vrai en matière de coordination économique, de macroéconomique. Prenez le programme du G20 sur la surveillance multilatérale que le FMI doit faire des principales grandeurs économiques, y compris les taux de change. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avance pas. Donc, pour l'instant, c'est malheureusement la situation. Sur ce que tu disais sur le développement durable, juste, il y a, à mes yeux, et je l'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies il n'y a pas très longtemps, un certain rétrécissement de la notion de développement durable. Rio, c'était la durabilité au sens environnemental, au sens économique, au sens social. Rio plus 20, il y a un certain rétrécissement de la composante économique et sociale de cette notion de durabilité qui, à mon avis, est préoccupante parce que mon expérience, et notamment la fréquentation assidue des pays en développement que j'ai par fonction, me montre que ces trois éléments sont indissociables. On ne peut pas jouer la durabilité environnementale contre la durabilité économique, on ne peut pas jouer la durabilité contre la durabilité sociale, et les connexions entre la durabilité sociale et la durabilité environnementale sont évidentes. Donc là, il y a effectivement, de mon point de vue, encore un point d'interrogation sur l'équilibre correct pour ce qui est de Rio cette année. Dumping social environnemental. Je voudrais qu'on y revienne, si tu veux bien, quand tu m'auras donné une définition suffisamment précise de ce que veut dire dumping social et environnemental. Je ne sais pas très bien ce que c'est, ou plus exactement, il n'y a que si tu précises ce que tu entends par là que je suis en état de répondre. Dumping social et ou environnemental. Sur l'apport OMC à Rio, j'en ai esquissé les principales contributions possibles. L'assurance antiprotectionniste qu'offre l'OMC et qui devrait être de nature à décontracter un peu les pays en développement. La négociation dans le cycle de Doha sur les biens et services environnementaux, c'est-à-dire sur la réduction des obstacles aux échanges à ces biens et les progrès en matière de discipline sur la subvention à la pêche. Alors, il est vrai que ces éléments que je cite sont pour l'instant dans l'ensemble du programme de Doha. Ça fait partie des 20 sujets dont on s'était dit au départ qu'on serait d'accord sur rien tant qu'on n'était pas d'accord sur tout. Vous savez sans doute qu'en ce moment, on est en train d'essayer de sortir un certain nombre de ces sujets, un par un, pour les faire avancer. Pourquoi pas la négociation sur les biens et services environnementaux? Un collègue qui demande que ce soit plus près. Pourquoi pas la négociation sur les biens et services environnementaux ou ceux sur les subventions à la pêche, même si on retrouve là des différences géopolitiques assez profondes. Sur le principe de réciprocité, M. Bizet, j'ai répondu. Il n'y a pas d'un côté, en matière de gouvernance, gardons le principe selon lequel, sauf preuve du contraire, qui serait décidé par les membres de toutes ces organisations, et je n'en vois pas la preuve, chacun a sa spécialité. Donc la gouvernance de l'environnement, c'est avec les organisations environnementales. Les accords multilatéraux sur l'environnement, ce sont des accords qui ont leur propre spécificité, que ce soit la biodiversité, que ce soit... Et d'ailleurs, beaucoup de ces accords comportent des dispositions commerciales. L'accord multilatéral sur l'environnement, sur le commerce des produits toxiques, ce n'est pas un accord OMC. C'est un accord environnemental. L'accord sur le commerce des espèces protégées, ce n'est pas un accord OMC, bien qu'il y ait commerce demain, c'est un accord environnemental. Donc il y a différents pôles
de régulation, dont certains ont des conséquences commerciales, sans que ceci pose le moins de problèmes à l'OMC. Mais l'OMC ne peut pas se transformer en instance de régulation sectorielle. Il y a des règles qui gouvernent le commerce de la viande. Ceux qui sont en charge de la définition de ce commerce de la viande du point de vue sanitaire, c'est l'Office international des épizooties rue Prony à Paris. Pas l'OMC. C'est eux, parce que c'est leur spécialité, parce que c'est le mandat que les membres de l'Office international des épizooties se sont donnés, de même qu'on a inventé depuis 2008 une organisation mondiale de la finance, qui ne porte pas ce nom-là, qui est à Bâle, qui est le Forum de stabilité financière, qui est en charge de déterminer la régulation multilatérale en matière de règles prudentielles pour la finance, l'assurance, les règles de Bâle, etc. Donc, l'OMC n'a aucune vocation à se substituer à ces négociations et à ces organisations sectorielles. Elle ne veut pas le faire, pas parce que l'OMC a une espèce de personnalité qui viendrait de la cuisse de Jupiter, mais parce que le mandat de l'OMC, c'est les membres de l'OMC qui l'ont donné. C'est les membres de l'OMC qui conduisent l'OMC. Moi, je suis un factotum, d'un certain point de vue. Mais ce sont eux qui conduisent, et ils ont décidé que ce système de régulation internationale était spécialisé. Et ça restera de cette manière. Alors, est-ce que pour autant, il n'y a pas une coexistence entre des règles de protection de l'environnement et des règles d'ouverture des échanges qui est appréciée à l'OMC? Bien sûr. Il y a, depuis 1995, un comité de l'OMC, comme vous avez des commissions au Sénat. Nous, on a des comités, au lieu d'avoir des commissions, qui s'appellent le comité commerce et environnement, comme on en a un sur le commerce des biens, un sur le commerce des services, un sur la propriété intellectuelle. Et ce comité commerce et environnement examine des sujets, des notifications, quand, au titre, par exemple, des obstacles techniques au commerce. Quand l'Union européenne a décidé d'une législation sur la traçabilité des produits chimiques, la fameuse directive REACH, la question de savoir si cette directive est conforme à l'accord sur les barrières techniques au commerce a été examinée à plusieurs reprises par ce comité. Donc ces questions-là, elles sont soulevées, elles sont examinées, et en cas de désaccord, elles vont au contentieux, et le contentieux va interpréter l'accord sur les barrières techniques au commerce, ou en l'occurrence l'accord sur les normes sanitaires et phytosanitaires, puisque c'est là que se trouvent les principes d'articulation entre l'ouverture des échanges et la préservation de l'environnement. Donc encore une fois, ça n'est pas une question de savoir si l'OMC doit se substituer à ou doit s'occuper d'eux en l'absence d'une organisation, d'un dispositif, d'un système de discipline. Ça n'est pas notre rôle. Et donc, pour répondre à la question de M. Le Dantec, où sont les règles? Les règles, elles sont dans les organisations, dans les systèmes, dans les accords qui sont spécialisés à cet effet. Nous n'avons pas, à l'OMC, à définir, ça n'est pas notre rôle, quel est le bon niveau d'émissions de carbone pour l'Europe, les États-Unis, le Japon ou la Chine. Alors, si un jour vient un contentieux parce qu'une mesure a été prise au nom de la préservation de l'environnement, en l'absence d'un système de régulation internationale, parce que s'il y en a un, a priori, il n'y a pas de problème. C'est s'il n'y en a pas qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'aimerais mieux qu'il y en ait, d'ailleurs, comme je vais essayer de le dire en conclusion. S'il n'y en a pas, alors le tribunal de l'OMC va examiner au cas par cas la proportionnalité, la balance, qu'on appelle le test de nécessité, entre les uns et les autres. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre d'un contentieux qui a eu lieu il y a quelques années entre l'Union européenne et le Brésil. Le Brésil
avait interdit l'importation de pneus rechappés. Motif étant que les pneus rechappés, ça se retrouve dans la campagne, et que c'est des nids à moustiques, et que les nids à moustiques, c'est mauvais pour l'environnement et pour la santé. L'Union européenne, je n'étais plus commissaire à l'époque, je tiens à le préciser, en tant que de besoin, a intenté un procès au Brésil en disant « Votre mesure pneus rechappés, que vous prenez pour des raisons apparemment environnementales, en réalité est une mesure de protection de vos producteurs de pneus neufs. » Bien. Il y a eu un procès à l'OMC que le Brésil a gagné sur le fond et que l'Union européenne a gagné sur les faits. Hein? Qu'est-ce que le juge a dit? Le juge a dit, considérant que le Brésil a le droit de protéger son environnement en interdisant les pneus rechappés, donnant raison au Brésil sur le principe, mais considérant que cette mesure ne s'appliquait pas au sein du Mercosur, ce qui fait que le Brésil pouvait importer des produits, des pneus rechappés d'Argentine, du Uruguay ou du Paraguay, et donc il y avait discrimination. Il y avait deux environnements, celui pour les exportateurs européens et celui pour les exportateurs argentins, et donc le tribunal a dit « Votre truc, ça ne va pas. Si vous étiez vraiment sur un fondement environnemental, alors vous auriez interdit toutes les importations de pneus rechappés venant de partout. » Bon, voilà le type, je vous donne cet exemple, non pas pour rentrer trop dans le détail, mais pour vous donner, disons, les conditions dans lesquelles ces choses s'apprécient au plan contentieux. Sur les grands émergents, je vous renvoie à un article qui va paraître dans Esprit, que j'ai commis sur cette question. C'est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question fondamentale. C'est quelle est leur place? Sont-ils prêts à prendre des responsabilités? Oui. Sont-ils prêts à prendre des responsabilités dans le système tel qu'il a été conçu depuis la Seconde Guerre mondiale et sans influer sur les règles de ce système? Non. Je résume leur position. Nous voulons bien prendre des obligations internationales, nous sommes prêts à souscrire des disciplines. Nous, Chinois, reconnaissons parfaitement que sur le plan de l'environnement ou du commerce, nous sommes prêts à prendre des obligations ou à souscrire des disciplines supérieures à celles du Laos, du Sénégal ou du Kenya. D'une part, mais d'autre part, nous voulons que le jeu sur les règles, les positions dans le système, les quotas au FMI, les actions à la Banque mondiale, soient rééquilibrés. Nous ne voulons pas, sous prétexte que maintenant nous sommes émergents, nous contenter de participer à un système dont vous avez fixé les règles. Alors, est-ce qu'ils ont des demandes assez précises sur l'endroit où ils souhaiteraient que ces règles soient modifiées? Je n'irai pas toujours jusque-là. Mais disons, ils ont une attitude qui est très très marquée par la préservation de leur souveraineté. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a l'émergence des émergents a provoqué un retour du souverainisme dans la politique multilatérale. En ceci d'ailleurs, en conformité avec tout un tas de théories sur le développement du tiers-monde. Et donc ça, c'est vraiment la question. Et je crois que vous voyez juste, en tout cas l'intuition que vous avez est celle que j'ai, même si jusqu'à présent je ne l'ai pas développée en modèle très opérationnel, c'est effectivement une affaire de temps. Et quand vous dites pays en développement, nous faisons tous intellectuellement une hypothèse, qui est qu'un jour ils seront développés. Et les amodiations du système au système de la réciprocité que vous citiez tout à l'heure sont fondées sur une hypothèse implicite qu'un jour, tout le monde sera développé. La question, c'est de savoir si cette dimension temporelle, qui est en quelque sorte externalisée dans nos hypothèses, peut être internalisée dans des accords. Et là, on touche une zone très très difficile, dont vous voyez bien dans les négociations sur le changement climatique, comme d'ailleurs
on le voit à l'OMC, que pour l'instant, elle n'a pas été vraiment explorée parce qu'elle est très, très, très sensible. Et en plus, elle amène, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, elle amène en réalité à une différenciation. Elle amène à la reconnaissance qu'il n'y a probablement pas 2 vitesses mais 3, mais sortir de la logique des 2 vitesses, par exemple dans la gangue idéologique qu'est celle de l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, G77, je veux dire, le G20, d'un certain point de vue, et je ne mettrai pas ça dans le compte-rendu, s'il vous plaît, le G20 casse le G77. Et casser le G77, c'est un gros problème pour les diplomates des pays en développement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Parce que très souvent, il y a des tas de sujets sur lesquels il suffit de mettre la bannière du G77 et à ce moment-là, hop, les votes partent d'un côté ou de l'autre. À peu près. À peu près. Est-ce que je vous ai surpris, madame, en disant que l'ouverture des échanges servait le développement durable? Je pense que je peux le démontrer rapidement, moyennement rapidement ou longuement. C'est pour une raison très simple que M. Ricardo avait, en son époque, correctement expliqué, qui est que si je fais quelque chose mieux que vous et si vous faites quelque chose mieux que moi, nous avons tous les deux intérêt à l'échange. Et dans le mieux, dans votre mieux ou dans mon mieux, il y a effectivement l'utilisation. Est-ce que c'est utilisation, est-ce que c'est exploitation? C'est une affaire de préférence politique. Des ressources que vous mettez en œuvre. Vous allez faire quelque chose mieux que moi parce que pour faire la même chose, vous allez consommer moins de ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient en capital, parce que c'est votre savoir-faire qui vous permet de le faire. Je n'ai pas votre savoir-faire, mais j'en ai un autre à un autre endroit, que vous n'avez pas. Et donc, le résultat de tout ça, c'est de l'échange international. Et un échange international qui, nous le savons, pousse à la division internationale du travail. Et il suffit de voir, d'ailleurs, ce que c'est que le commerce international aujourd'hui, qui, contrairement à une idée répandue, ne consiste pas à produire quelque chose dans un pays et à l'exporter dans un autre pays où il est consommé. L'essentiel du commerce international aujourd'hui, ce sont des composants. Ce sont des chaînes de production globale dans lesquelles vous importez des composants auxquels vous ajoutez de la valeur en fonction de vos avantages coopératifs, de votre savoir-faire, et vous leur exportez. 70% des importations de la France aujourd'hui sont des matières premières ou des composants. 70%. Le contenu en importation des exportations moyennes sur cette planète est passé au cours des 20 dernières années de 20% à 40%. Et à mon avis, dans 20 ans, on sera au-delà de 60%. Pourquoi? Parce qu'il y a un formidable effet qui est dû au progrès technologique de réduction des coûts de la distance. Ce qui limitait les progrès de la division internationale du travail, de la différenciation des avantages comparatifs des uns et des autres, c'était les coûts de frottement liés à la distance, parce que ça coûtait cher d'envoyer un conteneur de Marseille à Shanghai. Bon. Ou plus exactement, en bulk. Si vous faites ça en conteneur, vous divisez le coût du transport à la tonne d'un facteur de 50 par rapport au vrac. Je passe sur Internet. Bon. Donc ça, c'est le commerce international d'aujourd'hui, en ce qu'il autorise une multiplication des tâches. C'est plus du commerce de produits, c'est du commerce de tâches. Voilà pour l'audition de Pascal Lamy, directeur général de l'OMC. Pour revoir cette audition, notre site internet publicsénat.fr. Très bonne fin de soirée à tous sur Public Sénat.